Le focus du jour nous emmène en Turquie. Depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet, les attentats se sont multipliés et Ankara a renforcé sa lutte contre le terrorisme. Mais en 6 mois, plus de 40 000 personnes ont été arrêtées. Face aux pressions, les critiques du pouvoir se font de plus en plus rares, surtout au sein de la presse. Le paysage audiovisuel turc est désormais très largement en faveur du gouvernement. Face à cette situation, l'opposition politique s'organise et des médias alternatifs voient le jour. C'est un reportage de Fatma Kizilboğa et Hüseyin Assad. Les studios de Haber à Istanbul, l'une des chaînes d'information les plus regardées en Turquie. Ici, on ne se cache pas d'avoir une ligne éditoriale résolument en faveur du gouvernement. Moi, je trouve que d'être neutre, ça ne veut rien dire. Tout le monde a une position, tout le monde a quelque chose dans la tête. Quand tu écris, la façon d'écrire des choses, ça peut être tout à fait différent l'un avec l'autre. Donc, être neutre, c'est quoi? Duygu Elorlu est l'une des présentatrices vedettes de la chaîne. Pour elle, le pays est engagé dans une guerre d'information entre pro et anti-AKP, le parti au pouvoir depuis 2002. On défend aujourd'hui le gouvernement parce qu'on croit que depuis 14 ans en Turquie, le gouvernement a fait une révolution silencieuse. On soutient parce qu'on croit que c'est bien pour le pays. Cette chaîne est désormais loin d'être un cas isolé. Depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet, près de 200 médias d'opposition ont été interdits et plus de 100 journalistes emprisonnés, tous accusés de propagande terroriste. Résultat, le paysage médiatique a très largement basculé du côté du gouvernement. Réaction assez inédite, au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel à Ankara, certains membres tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme sur le manque d'objectivité des médias turcs. Comment est-il possible de parler de pluralisme alors qu'à longueur de journée, toutes les télévisions ne font que retransmettre en direct tous les discours du président et des membres du parti au pouvoir? Ce qui compte, c'est de savoir si le temps d'antenne imparti est le même pour l'opposition. Direction le Parlement, où nous assistons à une conférence de presse de la 3e formation politique du pays. Véritable bête noire du gouvernement, le parti pro-kurde du HDP a récemment vu 1/5 de ses députés arrêtés et emprisonnés pour leurs liens supposés avec le PKK. Dans la salle cependant, la plupart des sièges resteront vides. Autour des journalistes, des conseillers du parti filment et retransmettent le discours sur les réseaux sociaux, seul moyen selon eux de contourner la censure. Le porte-parole du parti accuse le gouvernement d'étouffer leur voix. Le jour où les cadres de notre parti ont été placés en garde à vue, les autorités ont bloqué les réseaux sociaux et ralenti l'accès à Internet. Ceci pour empêcher toute réaction, ne serait-ce que l'organisation d'une conférence de presse. On nous traite comme un groupe terroriste afin de pousser la population à se désintéresser de nous. De ces 10 dernières années, ici, c'est de loin le meilleur endroit où j'ai pu travailler. Je me sens très bien ici. Je peux faire ce que je veux. Des moyens dérisoires, une régie composée de quelques écrans à peine. Nous sommes dans les locaux de Mediaskop, la première chaîne de télévision turque totalement en ligne. On a tout d'une vraie télé. Si on veut, on peut brancher cet appareil pour être diffusé sur satellite, mais on n'en ressent absolument pas l'envie. Un projet lancé par une équipe de journalistes lassés des pressions et de l'autocensure. Je pense que nous avons rempli un vide en offrant cet accès à de l'information brute. Nous transmettons les faits tels qu'ils sont. Nous invitons également des intervenants qu'on ne voit pas dans les autres médias. Nous leur procurons un espace, une plateforme d'où ils peuvent s'exprimer. Les médias turcs sont à l'image du pays, divisés et à l'opposition affaiblie. Un constat inquiétant selon les défenseurs des droits de l'homme qui redoutent plus de pression dans une Turquie déjà considérée comme un prédateur de la liberté d'expression. Et on va plus loin sur cette question avec notre invité Ali Kazantziyagil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur de la revue Géopolitique Anatolie. Donc, on l'a vu, les médias turcs sont sous surveillance du pouvoir
pour ne pas dire davantage. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que depuis le 15 juillet, Recep Tayyip Erdogan s'attaque un peu tous azimuts à tous ses ennemis au sein de la société turque. Il y a les médias, il y a aussi les personnes pro-kurdes, les élus kurdes, les journaux pro-kurdes. Est-ce qu'il mélange pas un petit peu toutes les batailles en même temps en faisant ça? C'est-à-dire que le coup d'État, heureusement raté du 15 juillet, a été utilisé finalement par le pouvoir, par Erdogan, comme un outil pour élargir la répression contre les droits de l'homme, contre toutes les libertés, à commencer par la liberté d'information, par les médias, bien sûr. Aujourd'hui, les télévisions qui s'opposent au pouvoir ont été soit arrêtées, soit achetées par des entreprises proches du pouvoir. Donc aujourd'hui, la pluralité de l'information n'existe plus en Turquie. Les derniers journaux à peu près indépendants ont été aussi fermés récemment ou leurs journalistes arrêtés. Toutes les personnes qui critiquent le pouvoir sont accusées d'être soit des terroristes ou d'appartenir à ces réseaux de Gülenistes, qui est un mouvement religieux qui était proche d'Erdogan au début, et ensuite ils se sont séparés parce que les Gülenistes critiquaient la dérive autoritaire d'Erdogan. Il les poursuit et il accuse toutes les personnes qui le critiquent d'être Gülenistes ou terroristes. Le problème, c'est qu'en Turquie, les militaires ont imposé dans les années 1980 une loi antiterroriste dans laquelle la définition de la terreur, du terrorisme est tellement vague et vaste que tout peut entrer tomber sous cette loi. L'Union européenne a demandé d'ailleurs l'amélioration de cette loi, Erdogan l'a refusé. Alors, quel est l'objectif du président turc? Alors l'objectif du président, qui s'est dessiné de peu à peu, c'est de modifier finalement la nature de la République turque. Cette République a été créée par les kémalistes, par les laïcs, les nationalistes laïcs, les modernistes, pro-européens. Lui, il souhaite une république islamique, plus proche du Moyen-Orient et ayant des relations correctes, mais un peu distantes, avec le monde occidental. Donc c'est une évolution qui inquiète beaucoup une bonne partie de la société turque. Et ce qui fait que, heureusement, qu'en Turquie, il y a quand même, depuis 1950, il y a eu un processus de démocratisation avec des coups d'État, etc., difficiles. La Turquie n'a jamais été une véritable démocratie comparable, disons, aux pays de l'Europe occidentale. Mais enfin, il y a une tradition démocratique. Et aujourd'hui, dans la société, il y a une résistance contre ce pouvoir qui devient de plus en plus despotique. On peut même aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans un régime islamo-fasciste. Quand vous dites il y a de plus en plus de résistance dans la population, ça veut dire que de plus en plus Recep Tayyip Erdogan braque les Turcs contre lui, contre sa politique avec ce genre d'action? Une partie des Turcs, mais des Turcs influents, c'est-à-dire des Turcs qui ont la parole, des classes éduquées, des classes urbaines. Et peut-être même dans les classes anatoliennes qui sont plus modestes du point de revenu, et aussi très conservateurs, très musulmans, on commence à trouver que ce mélange de la politique et de la religion n'était pas tout à fait acceptable. Mais ceci dit, il reste très populaire dans cette majorité de la Turquie qui est pauvre, enfin qui est modeste, parce qu'il a beaucoup amélioré disons, les services sociaux, sanitaires, les hôpitaux, etc. Donc, cette population pour qui la dureté de la vie quotidienne est plus importante que les libertés et les droits de l'homme, le soutiennent, parce qu'il a fait mieux sur ce plan-là que les autres gouvernements. S'il continue à fournir ses services sociaux aux populations les plus pauvres, tout en maintenant un contrôle ferme, entre guillemets, en étant un petit peu diplomate, sur l'armée, sur les journalistes, sur l'intelligentsia turque en général, il va rester au pouvoir et continuer de bénéficier de sa popularité. Pour le peuple, si vous voulez, c'est secondaire. Par contre, parmi les choses qu'il a réussi, c'est l'expulsion de l'armée de la scène politique.
Ça, c'est une excellente chose. Parce que la défense de la démocratie n'appartient pas aux militaires. C'est la société sont les démocrates qui doivent défendre. Et cela se fait. On voit bien, il y a quand même une résistance, ce qui d'ailleurs rend furieux Erdogan, parce qu'il voudrait totalement dominer la société, il n'y arrive pas. Il a le soutien de la majorité encore, mais... mais en plus, ce régime despotique ne va nulle part. Sur le plan économique, les choses vont pas très bien, de plus en plus mal, parce que, étant donné les tensions dans le pays, les attentats, etc., les investissements directs étrangers, qui sont absolument vitaux pour l'économie turque, se sont arrêtés pratiquement. La livre turque a décroché maintenant, baisse vis-à-vis du dollar et de l'euro. Et donc, il est possible que dans les mois et les années qui viennent, il y ait plus de chômage, plus de difficultés pour les populations et que sa popularité baisse. C'est possible. Alors, dans les médias qui existent ou qui émergent à présent, il y a donc ces médias libres qui sont des voix d'opposition nouvelles contre le président Erdogan. Quel est leur avenir? Est-ce qu'ils peuvent continuer à exercer en toute impunité quand on voit que des dizaines et des centaines de journalistes qui ont été arrêtés ces derniers mois? Non, c'est très difficile. Tous ces gens qu'on a vus tout à l'heure dans le reportage sont très courageux parce que du jour au lendemain, ils peuvent être arrêtés, être accusés de terrorisme, d'attentats à la sécurité de l'État, etc., etc. Et il intervient même sur les réseaux sociaux, comme vous avez vu. Il bloque le Twitter, il ralentisse disons le net. Donc, si vous voulez, c'est devenu un régime despotique. Est-ce que ça va continuer, cette tendance, ou est-ce que Recep Tayyip Erdogan va finalement se calmer quand il aura arrêté toutes les personnes qui le gênent? Pour l'instant, ça risque de continuer. Peut-être, si la situation économique se détériore davantage, il y aura des problèmes. Et puis, il y a l'absence absolue des États-Unis d'abord, parce qu'ils sont retirés du Moyen-Orient. Peut-être avec Trump, ça changera. Et puis, l'absence au monde absolue de l'Union européenne. L'Union européenne, à cause de l'histoire des réfugiés, ne dit rien contre Erdogan. Il n'y a pas de pression sur lui. Merci beaucoup, Ali Kazantzigil, pour cet éclairage sur la Turquie.